le mieux à faire, et ça, faut vraiment le conseiller aux clients, quand ils trouvent le produit qui est bon, c'est de le réserver. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un contrat de réservation, de toute façon, tu as un délai de rétractation. D'accord? Tu reçois un contrat contresigné du promoteur, tu as 11 jours de réflexion. Donc ça te laisse quand même le temps d'aller te déplacer, d'aller voir sur place le bien. Parce que tu peux être sûr que les bons produits, si c'est pas toi qui te positionne, tu en as un autre qui se positionne directement derrière. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Salut Aymeric. Salut Mathieu. Alors, aujourd'hui, je vais te demander déjà de te rapprocher un peu de ton micro. On se prépare avant, on échange. Je demandais si Aymeric était à l'aise. Aymeric avait l'air très à l'aise. Donc... Ça va, je suis à l'aise. Tu m'as mis à l'aise. C'est bien. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui, mais de placement et notamment d'optimisation fiscale par l'immobilier. On est d'accord ? Tout à fait. Et alors, tu sais, tu m'en as parlé quand on a échangé en préparant tout ça, que j'ai pas dire des réticences, mais des expériences qui parfois me font penser que... alors, je peux avoir plusieurs choses, je vais pas dire contre, mais un peu à charge, ou qui me font penser que c'est pas toujours bien, même si j'ai vu et eu des expériences indirectes qui me font penser que c'est quand même intéressant. Bien sûr. Donc, avant de parler de tout ça, de pourquoi moi je regarde ça d'un œil circonspect, voilà, je voudrais juste voir avec toi, pour replacer un peu l'épisode, pourquoi tu es légitime pour m'en parler, qu'est-ce que tu fais avec Papillon Patrimoine, et voilà, pour commencer, c'est déjà pas mal. Bien sûr. Tu m'expliques, Aymeric ? Alors, donc moi, je suis le directeur fondateur de Papillon Patrimoine. Donc, on a un cabinet d'accompagnement pour les investisseurs en immobilier. Donc, on est très orienté optimisation fiscale. Donc, effectivement, on maîtrise sur le bout des doigts tous les dispositifs fiscaux qui existent. Donc, tu en as plusieurs, divers et variés, donc et qui correspondent chacun à une typologie d'acheteurs. Donc, tu as des gens qui ont des très grosses fiscalités, donc sur lesquels tu vas devoir aller chercher des dispositifs particuliers pour vraiment aller chercher du levier fiscal. Et puis, tu as la majorité des gens qui payent entre 5, 6, 7, jusqu'à 10 000 € d'impôts, où là, effectivement, tu vas plutôt t'orienter vers le Pinel, par exemple. Donc, ma légitimité, c'est effectivement mon expérience, effectivement, ma connaissance du marché de l'immobilier, aussi bien dans l'ancien que du neuf, et puis les secteurs sur lesquels tu peux te positionner dans l'avenir, tu vois. Donc, toi, tu fais, ce qui nous intéresse d'ailleurs aujourd'hui, mais tu fais exclusivement ou quasi exclusivement que du particulier. Je fais exclusivement du particulier. D'accord. Exactement. Donc, comme tu me dis, en deux grandes tranches, ceux qui payent beaucoup d'impôts. Exactement. Donc, des revenus en millions ou en, je sais pas, enfin, en centaines de milliers d'euros. D'accord. En fait, ce qui détermine ton imposition, c'est ta tranche marginale d'imposition. Plus tu gagnes d'argent, plus ta tranche marginale d'imposition est élevée. Tu as la tranche à 14, tu as la tranche à 30%, puis après tu arrives dans les tranches d'imposition à 41, voire 45% d'impôts. Donc ça veut dire que tout ce que tu gagnes au-delà de cette tranche est ponctionné à 45%. Donc là, si tu veux, tu as des dispositifs spécifiques qui existent où tu peux venir gommer quasiment toute la tranche supérieure. Donc effectivement, après, il faut toujours bien choisir le produit. Donc nous, on travaille en 3 étapes en général, c'est-à-dire qu'une première fois, on se rencontre, on échange avec le client, on prend un maximum d'informations sur ses revenus, sa situation matrimoniale, marié, pas marié, pacsé, enfant à charge, etc. Et puis effectivement, les revenus, donc de monsieur, de madame, et puis son impôt, évidemment. Qu'est-ce qu'il paye en impôt ? Qu'est-ce qu'il a par ailleurs déjà en niche fiscale, parce qu'effectivement, quand tu as des enfants en bas âge, tu as des réductions d'impôts qui ne te permettent pas de faire d'immobilier avec des fiscalisations. Effectivement, il faut que tu étudies tout ça, son épargne et puis sa capacité d'endettement, et puis ses projets. Donc ça commence toujours par effectivement une rencontre avec le client, tu débats, t'échanges, et comme toi Mathieu, tu as des clients qui ont des a priori sur l'investissement locatif, qui ont des a priori sur la défiscalisation, et ça c'est normal parce qu'il y a eu des ratés, ça c'est clair et net. Donc ton travail aussi à toi, c'est pédagogique et d'expliquer ce que c'est, qu'est-ce qui peut correspondre. Donc une fois que tu as fait cet échange-là, tu donnes rendez-vous à ton client pour un second rendez-vous, tu as rentré les chiffres, tu as regardé, puis là tu projettes
des investissements avec une enveloppe budgétaire, du levier fiscal, qu'est-ce que ça va générer en économie d'impôt, et un atterrissage sur 9, 10 ou 12 ans qui permet au client de voir qu'est-ce qu'il a comme gain. D'accord ? Alors, je reviens juste sur tes deux catégories de clients. Aujourd'hui, là, on a parlé un peu notamment de ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Pour ceux qui en gagnent beaucoup moins, je veux dire, si je gagne 35 000 euros par an, ça peut être intéressant quand même de faire ce genre de... Ou en couple même, plus du coup. Mais alors, est-ce qu'il y a un minimum, je veux dire il y a quand même un minimum, effectivement. Il faut être sur une tranche marginale à 30%. Donc, il faut qu'au moins que tu payes entre 3 000, 3 500, 4 000 euros d'impôts. Parce qu'en fait... Par an. Hein. Ouais, par an. Parce que ton levier fiscal, en fait, il va dépendre du montant du prix du bien. Donc, effectivement, si tu achètes un bien à 200 000 euros, par exemple, en Pinel, ça te fait 4 000 euros d'économie d'impôt par an, en gros. Si tu n'en payes que 3 000, bah, tu n'as aucun intérêt à faire ça. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un Pinel à 150 000 euros. Donc, ça veut dire que dans le choix de ton marché, tu vas devoir te reporter sur des villes secondaires, tu vois, type Reims ou Rouen, et sur du studio du 2 pièces. Donc, il faut que tout ça coïncide bien. Mais tu peux, à partir de 3 000, 3 500 euros d'impôt, le faire. Après, ce qu'il faut voir, c'est effectivement quelle est ta capacité d'endettement. Parce que quand tu payes 3 000 euros d'impôt, ça ne veut pas forcément dire que tu as beaucoup de revenus. Tu vois, donc si tu payes 3 000 euros d'impôt, que tu as 50 ans, que tu es déjà propriétaire, effectivement, tu peux faire un investissement immobilier en utilisant tes impôts. Mais très sincèrement, ça devient efficace quand tu commences à être autour des 4, 5, 6, 7, 8 000 euros d'impôts. Ok. On va revenir là-dessus, du coup, dans le détail. En fait, moi, je voulais poser tout ça pour t'expliquer ma perception, et je crois que tu avais noté mon expérience à Bron, tu sais ça. Oui, je m'en souviens, ouais, tout à fait. Tu m'en avais parlé de Bron, ouais, exactement. Et quand on a préparé tout ça, moi, pour rappeler ce qu'était, on m'avait proposé, je dirais, en 2008 ou 2009, d'acheter un appartement à Bron. Et je le redis d'ailleurs, parce que le conseiller en gestion de patrimoine qui avait proposé ça, pour qui j'avais beaucoup d'affection, je pense qu'il ne se rendait pas compte que potentiellement de l'incohérence de ce qu'il me disait potentiellement. Et donc, c'était vendu sur plan, un immeuble, etc. Puis quand tu digues un peu, en fait, je me rendais compte que le quartier déjà était... Alors, le quartier en question de Bron était pas terrible, c'était pas la bonne partie. Voilà, Bron, c'est en banlieue de Lyon. Et ensuite, l'immeuble, enfin, c'était pour moi un premier étage. Bon, ce que j'adore pas, faut bien qu'il y ait des gens qui les achètent à la fois, mais voilà, si tu le payes moins cher, voilà. Et donc très sombre, plein nord, et avec en fait un mur à 1,50 m de l'essentiel des parties vitrées du bien. Et là, tu vois, je lui avais dit, non, mais je peux pas acheter ça. Et lui m'avait répondu, en gros, mais c'est pas... il faut pas que tu vois ça comme un bien immobilier, c'est un investissement financier qui te permet une défiscalisation. Et tout le discours m'avait vraiment pas du tout paru cohérent. Bien sûr. Et si je pousse un peu, après, donc avant Pinel, on avait quoi ? On avait Robien. Alors, tu as eu le Duflo avant, et tu as eu le Robien. Voilà, donc là, je pense qu'on avant le Cellier aussi. Cellier, Robien, etc. Donc tous ces noms que j'ai toujours. Etc. Voilà, et moi, j'ai toujours associé ça à, pareil, ma tante qui avait acheté dans l'ouest de la France, mon pote Eric qui achetait à Belfort. À chaque fois, en fait, ils achètent des trucs qui valent 80 000. Ils les payent, on leur vend à 100 000 en leur disant, de toute façon, l'immobilier, ça augmente partout en France. Donc, quand tu auras fini de le payer, ça en vaudra 120. En fait, ils se retrouvent avec 10 ans après un truc qui vaut 80 000. Et ils ont économisé, mettons, 20 000 euros d'impôts. J'ai dit une connerie, mais plus ou moins. Donc, tu te retrouves à avoir en effet payé 80 000 euros, un truc qui vaut 80 000, avoir eu entre les deux une tonne d'intermédiaires, non, pardon, j'ai dit payer 100 000 euros, un truc qui en vaut 80, une tonne d'intermédiaires qui ont gagné les 20 000 euros, et puis voilà. Et c'est leur économie d'impôt qui a été donnée à ces intermédiaires, mais eux, en fait, n'ont rien gagné, se retrouvent avec un appartement à Belfort ou je ne sais où, un endroit où ils ont aucune connaissance, aucun atome crochu, et en fait, ils savent pas quoi en faire. Et souvent, si tu as une moins-value au bout de 10 ans, le seul intérêt, c'est de continuer à le conserver.
pour pouvoir effectivement faire avec le temps, c'est soit ton locataire qui paye. Bon, après, tu as des ratés, et il y en a eu, notamment... Non, mais je veux dire, attends, pour être clair, hein, soyons, parce que je veux pas que tu défendes ou pas tes confrères. Ah c'est pas forcément non, je vais pas forcément défendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plus que des ratés. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un moment sur ces trucs-là où ça a été la foire d'empoigne et une sorte de méga raquette organisée quand même. Alors, je vais t'expliquer un truc. Bon, par exemple, en 2005-2006, donc dans les débuts du Eurobien, les gens achetaient des appartements, ils signaient des contrats sans même savoir quel était l'appartement. C'est-à-dire qu'on leur signait, vous inquiétez pas, je vous trouverai le bien qu'il faut. Parce que tu avais une folie de l'immobilier. Je sais pas si tu te souviens, en 2005-2006, ça prenait 10% par an. Donc ensuite, effectivement, le choix du produit, il est hyper important. Oui, mais pour être clair, hein, je veux dire, ton rôle comme le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine, je le redis, et c'est là où tu fais la part entre les bons et les mauvais, les honnêtes et les malhonnêtes. C'est aussi que tu vois, les gens y aller, comme tu le dis. Ok, c'est pas parce que les gens y vont qu'il faut mal les conseiller et prendre ça comme... voilà, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Que, à un moment, j'ai eu, moi, cette intuition, j'ai été suffisamment averti pour me dire... j'y vais pas sur ce machin, j'ai acheté autre chose ailleurs qui est doublé en valeur. Il n'y a pas celui de Paris, par exemple. Voilà, et il se trouve que j'ai très bien acheté, mais non, parce que j'ai quand même très bien acheté. Oui, mais fallait le faire, et tu vois, et c'est pas tombé du ciel, c'est ce que je veux dire. Et donc du coup, on peut me dire oui, tu as eu de la chance, mais en fait, oui, la chance, ça se crée un peu, tu vois. Et, la chance, ça se crée, ouais. Voilà, mais donc, pour revenir là-dessus, c'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut forcément que c'est, entre guillemets, je vais pas dire pardonnable, mais tu vois, il y a une sorte de partage de valeur qui n'était pas forcément au bon endroit. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec un peu le retour d'expérience qu'on a de tout ça, dans cette chaîne de valeur, il y a quand même un truc assez sain qui a pu se produire, notamment parce qu'il y a eu plein d'abus, notamment parce que voilà. Mais est-ce que tu peux me raconter? Toi, tu étais déjà sur le marché à ce moment-là? Alors, j'étais pas encore sur le marché à l'époque. Je m'occupais de portails digitaux, notamment je travaillais pour les promoteurs, effectivement, dont j'étais chargé de la communication. Donc, je connaissais déjà, j'avais déjà quand même une connaissance du marché. Mais ce que je sais, c'est qu'effectivement, ces lois que tu as connues, type l'Eurobien, il n'y avait pas de zone de localisation. Donc, tu pouvais acheter du Eurobien. C'était neuf, tu achetais ça à Carpentras, il n'y avait pas forcément de demande locative. Il y a eu des erreurs et donc il y a eu des corrections qui ont été faites et on a, au fur et à mesure, réduit la zone d'éligibilité du dispositif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sorti des métropoles ou de l'Île-de-France, tu ne peux pas être éligible au Pinel, tu vois. Et en plus, là, ça s'est encore réduit parce que tu as une zone A bis. Donc, tu as Paris, Neuilly, tu as une zone A, effectivement, après, ça va être des communes d'Île-de-France, Lille, tu as une zone B1, et puis après, tu as une zone B2. Donc, chaque zone, chaque zone correspond à un plafond de loyer. Donc, effectivement, qui va jouer sur ta rentabilité. Donc, la zone B2, qui était des villes secondaires, elle a été complètement extraite du dispositif. Donc aujourd'hui, faire du Pinel, tu vas le faire sur Lille, sur Rennes, sur Bordeaux, sur Lyon, sur Marseille, sur l'Île-de-France, mais tu pourras pas le faire partout. Il y a plein de villes qui ne le sont plus. Donc effectivement, déjà, tu sécurises beaucoup plus par rapport à avant ton investissement. Et maintenant, effectivement, c'est normal que tu aies un différentiel de prix entre l'ancien et le neuf. Avant même de parler de défiscalisation, il faut que tu te dises, j'achète du neuf. Et quel est l'avantage d'acheter du neuf? Effectivement, tu as déjà des frais de notaire réduits et tu n'as pas de travaux. D'accord, tu n'as pas de travaux à l'entrée. Pendant 10 ans, normalement. Tu es du prêt à louer. Déjà, tu as 10 ans, tu as une garantie décennale. Et puis même un immeuble, il va pas, tu n'as pas un ravalement de façade à faire tous les 10 ans. Il va te passer 20 ans. En tout cas, tu n'auras pas de gros travaux de copro. Donc déjà, dès le départ, tu dis, OK, j'achète du neuf. Donc, j'ai une conscience que le neuf, tu as 20-25% d'écart avec l'ancien. Je comprends. Reste à savoir qu'est-ce qu'on compare. C'est-à-dire que, tu vois, même dans l'ancien, tu as des différentiels. Si tu es sur un haussmannien ou un immeuble ouvrier des années 30, c'est pas le même prix. Pourtant, tu es dans la même rue. On va te dire, le prix de la rue, c'est 12 000 € du mètre carré. Non, si tu es dans l'haussmannien en face, c'est pas le même prix. Donc, le neuf, il faut que tu considères ça comme le haut de gamme de l'immobilier sur le marché, parce que tu vas avoir effectivement ascenseur, parking, ascenseur qui mène au parking, des charges faibles, etc. Donc, une fois que tu as comparé ça, il faut que tu trouves un écart de prix raisonnable entre l'ancien et le neuf. Si tu as 20% d'écart entre les deux, c'est légitime, il n'y a pas de problème, parce que quand tu achètes du neuf, tu as déjà des frais de notaire réduits. Donc tout de suite, tu as 6% d'écart
qui sont réduits. Et puis ensuite, tu n'as pas de travaux à l'entrée. Alors que quand tu achètes de l'immobilier ancien, tu auras toujours des travaux à faire, surtout si tu veux le mettre en location. Tu peux pas te permettre de mettre un bien. Donc, tu vas avoir aussi des travaux, peut-être 200, 300 euros du mètre carré sur ton appartement. Et ensuite, tu peux avoir des travaux de copropriété plus ou moins lourds sur la décennie, les 12, 13 ans, 14 ans de conservation. Donc déjà, quand tu achètes du neuf, tu te dis, OK, ce que j'achète aussi, c'est une sécurité. C'est-à-dire, je me dis, OK, pendant 12, 13, 14 ans, je n'ai pas à regarder mon achat. Et ensuite, effectivement, vient le levier fiscal qui est pas neutre, parce que quand tu as 21% du prix du bien en économie d'impôt, par exemple, sur le Pinel, que je ne te le cache pas, le gros des ventes en défiscalisation, parce que ça correspond Alors attends, à tout le marché. refais-moi, il y a combien? Attends, tu peux me redire dans le détail? Le nombre de ventes? Non, combien d'économies? Alors, tu as 21% du prix du bien échelonné sur 12 ans avec la loi Pinel. C'est-à-dire que chaque année, tu as 2% du prix du bien en économie d'impôt. Je te donne un exemple simple. Tu achètes un Pinel à 200 000, tu as 2% de 200 000 chaque année, c'est-à-dire que tu as 4 000 euros d'économie d'impôt chaque année. Pendant 9 ans. 9 ans. Et après, tu passes à 1% à partir de la 10e, 11e et 12e année. C'est-à-dire que ta défiscalisation, elle passe à 2000. C'est pour ça que se pose la question au bout de la 9e année, soit de la revente, soit si tu te rends compte que de le passer en meublé, c'est plus avantageux pour toi en termes d'impôt foncier, bah, tu peux le passer en meublé à la 10e année, 11e, 12e année et sortir du dispositif Pinel. Mais donc, tu vois, ça veut dire, par exemple, je reprends ce 200 000 euros. Tu étais parti sur 200 000. Ouais, on va partir sur 200 000. OK. Donc, le total d'économie sur un Pinel en impôt, il est de combien à peu près? C'est à 21% de 200 000 euros. D'accord, 21% de 200 000 euros. Ça fait 42 000 euros. Exactement. Très bien. Donc, 42 000 euros d'économiser. Voilà. Sur un bien que tu as acheté 200 000. Alors après, tu as les frais de notaire, la garantie bancaire de l'ordre de 4%. Donc, effectivement, mais ton bien, de toute façon, tu vas jamais l'achever. Tu le revendras avant. Donc, d'accord. Ou pas, tu peux décider de le garder. Tu peux décider de le garder sur 20 ans. Voilà. Le tout, c'est que moi qui suis assez Mister Bon Plan, tu vois, j'aime bien rentrer. Est-ce que c'est quand même possible? Je veux dire, est-ce que, parce que, encore une fois, même si tu vas me donner toutes les bonnes raisons pour lesquelles, en effet, je vais payer moins de travaux, je vais faire moins de... Voilà. Sure. Est-ce que à la fin, je peux quand même acheter un truc... alors, mettons 200 000 euros moins 40, tu vois, et que je vais payer moins 41, donc voilà, 159 000 euros, et que je vais payer, enfin, entre guillemets, moins de 200 000, non, parce que ce sera pas, mais tu vois ce que je veux dire, en tout cas, qu'il y a un bien qui en vrai en vaudrait de 20, 30 000 de plus. Est-ce que tu peux tomber sur des programmes où tout est complètement normé, en fait, tout est toujours au même prix, et c'est une sorte de standard partout? Monsieur, en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu peux faire de la plus-value même dans du neuf. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté à Saint-Ouen il y a 10 ans en cellier ils ont fait quand même de la plus-value là-dessus sur du neuf. C'est-à-dire, ils payaient combien mais un bien que tu payais 200 000 euros, Saint-Ouen, ça a pris 50%. Ah ouais. Donc, sur 10 ans. Ouais, tout ce qui est porte de Saint-Ouen, etc., ça a beaucoup évolué. Alors, savoir que là-bas, tu as de l'immobilier vraiment, entre guillemets, vétuste. Donc, quand tu as du neuf à revendre, c'est un peu le haut du marché, ce qui a été créé il y a 10 ans. Donc, tu as fait ton économie d'impôt, tes loyers, tu les as perçus, et tu ressors avec un bien, tu peux le revendre 210, 220, 230 000 euros. Donc, tu as fait non seulement de la plus-value, tu as ton locataire qui t'a payé le loyer, et en plus, tu as fait ton économie d'impôt. Et là, on est sur quelque chose qui est imposé. Je veux dire, peu importe que ce soit un Pinel, etc., ton bénéfice foncier est imposé à 30%. Voilà, ton bénéfice foncier reste toujours imposé selon ta tranche marginale d'imposition. Donc effectivement, si c'était sur une TMI à 30%, tu gagnes par exemple 1 000 euros de bénéfice foncier, donc tu as 300 euros d'impôt foncier, voilà, et puis tu as la CSG CRDS, donc les prélèvements sociaux, 17,2, donc tu as 47,2% de ton bénéfice foncier qui part en impôt foncier. D'où l'intérêt de faire un financement long pour pouvoir avoir un maximum d'intérêt et payer peu d'impôt foncier. Donc le montage aussi et le financement dans ton Pinel, il a de l'importance. Hein. Ce qui est important de voir là-dessus, parce qu'on a une tendance à se dire...
toujours, ouais, bon, avec une imposition aussi forte, est-ce que ça vaut le coup? Mais ce qui vaut le coup quand même, c'est que normalement, si tout se passe bien, et ça c'est très très important, faut pas penser que tout se passe bien d'office. Mais si tout se passe bien, tes 200 000 euros, c'est pas toi qui les as payés, c'est quand même ton locataire. C'est ça. Et donc, du coup, c'est ton tu dois locataire et réussir. tes impôts. Ouais. Idéalement, il faut réussir quand même, et je sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais on l'avait vu avec différents invités de la Martingale, d'avoir une période aussi de remboursement suffisamment longue ou un apport suffisamment élevé pour avoir être pas déficitaire, c'est-à-dire que en fait ton loyer va te rembourser largement Alors effectivement, ton investissement. alors si ton loyer rembourse largement donc tu vas être rapidement aussi en bénéfice foncier. Donc tu vas rapidement aussi générer de la fiscalité sur ton bien. Donc l'important c'est aussi de faire attention à ta fiscalité parce que dans l'ancien, si tu as des super rendements, d'accord. Alors, sauf si tu as fait 100 000 euros de travaux et que tu peux créer du déficit. Mais si tu as des super rendements, tu vas vite te retrouver à te faire manger la moitié de ton bénéfice. Donc si tu prends un investissement dans l'ancien, certes qui est rentable, mais pour qu'il soit rentable, il faut que tu le payes pas cher et que les loyers soient chers. Donc souvent, tu vas te retrouver dans des villes un peu secondaires, voire à la campagne ou des choses comme ça, où effectivement tu as des très bons loyers. Mais tu vas être vite en bénéfice foncier. Ton bien va pas forcément se valoriser dans le temps parce que c'est pas des secteurs sur lesquels ça prend forcément de la valeur. Donc, et surtout, t'as pas économisé d'impôts. Ça a un avantage en revenu passif, c'est que à la fin, tu peux en avoir 10 comme ça en cumulé. Voilà, tu peux en cumuler 10. Et à exactement. la fin de ta vie, tu vas avoir. Sauf que j'imagine que ce dont on parle là sur de l'économie d'impôts, l'objectif est pas d'en faire 10 parce que tu vas pas économiser tes 40 000 euros. De toute façon, t'es plafonné. Voilà. Ouais. T'es plafonné à 10 000 euros de niche fiscale quand il s'agit du Pinel. Donc tu payes 11 000 euros d'impôts, tu peux gommer 10 000 euros d'impôts en faisant un Pinel, en faisant 2 Pinel si tu veux. Tu vois, un Pinel à 300 000 qui va économiser 6 000 et un autre Pinel qui va économiser 4 000. Et tu peux te faire un Pinel à 1 million ou un... Tu peux pas. Tu peux, voilà, tu es plafonné à 300 000 euros par opération. Tu peux pas te faire un gros penthouse de malade. Non, tu peux pas te faire un Pinel. Alors tu pourrais te faire un penthouse de malade à Reims si tu veux, à 290 000. Why not? Et why not, effectivement, avec une immense terrasse, etc. Donc tu peux te faire ça, mais effectivement, tu vas devoir le faire en 2 temps. C'est-à-dire que tu vas faire une opération à 300 000 et puis une autre année, tu vas faire une opération à 200 000 et tu vas venir gommer 10 000 euros d'impôts. Donc ça existe, mais après, effectivement, de toute façon, dis-toi que quelque chose, c'est qu'à un moment, plus ton investissement court dans le temps, plus tes intérêts diminuent, plus tes loyers augmentent, parce que tes loyers ils sont plafonnés en Pinel, mais ils vont augmenter quand même dans le temps, et il n'y a pas de souci. Donc effectivement, à un moment, tu vas générer de la rentabilité et tu vas générer du bénéfice foncier. Donc il faut toujours trouver les subterfuges pour pouvoir casser la fiscalité foncière dans le temps. Donc après, tu as d'autres dispositifs qui existent là-dessus. Mais le Pinel, en gros, tu as 100 000 biens dans le neuf qui se vendent en moyenne par an. Tu en as la moitié, entre 45 et 50 selon les années, qui sont dédiés aux investisseurs. Donc, Pinel. C'est ça le marché. Et tu as 1 million de transactions immobilières en France. Donc c'est 10% du marché. C'est même pas, si tu prends, c'est 4% du marché, le Pinel. Mais alors, comment j'achète mieux là-dedans? Typiquement, tu vois, c'est souvent des programmes qui sont faits par des promoteurs expérimentés, qui achètent un terrain, qui voilà. C'est leur job. Eux, ils vont avoir potentiellement 1 million de gus comme toi, excuse-moi, mais qui vont commercialiser ou t'es exclusif, etc. Et juste, ça dépend. Et la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux acheter en tout début de programme et en essayant de négocier, en disant bah tiens, je vais faire ton premier appart, donc c'est bien pour toi parce que comme ça montre qu'il y a de l'intérêt pour ton truc. Sure. Est-ce qu'il faut arriver en toute fin de parcours, etc. Comment est-ce qu'on peut négocier? Comment je fais pour et c'est quoi les villes hautes? Vas-y, balance-moi les secrets. Ouais, un peu les secrets. Ok. Les secrets d'Emeric. Ouais, alors déjà, les opérateurs, les promoteurs, ça dépend. Il y en a qui ont des allotements, ils peuvent t'en proposer ou pas. Si tu es un gros vendeur, ils te proposent des allotements en disant bah tiens, je te garde ça pour toi, je te donne 5 appartements, tu les vends à tes clients parce que toi tu sais que tu as suffisamment de clients derrière pour leur proposer. Mais en général, le marché il est ouvert à tout le monde et à tous les conseillers en gestion de patrimoine. Donc, si tu as un mandat avec l'intégralité des promoteurs, ce qui est mon cas, on a négocié des mandats avec l'intégralité des promoteurs, moi je peux faire du picking partout. Donc je peux aller faire du Cogedim, du ICAT, du Vinci, je peux aller où je veux. Et mon travail à moi, c'est effectivement de chercher le meilleur produit pour mon client. Donc si j'estime que sur Marseille 8e par exemple, parce que bon, Marseille 8e c'est l'endroit où il faut acheter à Marseille, eh ben
c'est Cogedim qui a la meilleure opération, j'irai prendre le lot chez Cogedim. Arriver en début d'opération, c'est jamais évident parce que si tu veux, vous êtes déjà, tu as le local. Tu sais, il y a un panneau. Donc les gens qui sont autour, ils voient qu'il y a une bulle de vente, ils voient qu'il y a une ouverture. Donc déjà, ils vont aller sur place eux, pour voir. Donc il faut y aller dès le premier jour. Mais je veux dire, ça c'est un bon type. Si jamais tu vois ça sur le local, vaut mieux c'est aller. bien d'aller voir. Et tu vas où? C'est écrit dessus, il y a un numéro de téléphone. T'as une bulle de vente en fait qui est située. Donc si t'es dans le coin, que t'as envie d'acheter, mais parfois sur des super opérations, t'as des gens qui font la queue à 3h du mat, sachant que la bulle de vente va ouvrir à 10h du matin. Et t'as parfois des conseillers qui accompagnent leurs clients à 3h du mat, qui font la queue. Leur client arrive à 7h du mat, la bulle de vente arrive à 10h, et puis t'es là à se train de signer le meilleur T2 parce que t'as pris le T2 qui est en angle, etc. Plein sud. Mais tu sais, ton T2 plein sud en angle, tu vas le payer plus cher que le T2 côté nord. Donc les promoteurs sont pas émis de leurs intérêts, ils font pas les mêmes prix pour tous les lots. Donc chaque lot a un prix, mais effectivement, si tu veux avoir le meilleur lot, parce que tu veux vraiment le super bien placé ou avec la terrasse, effectivement, il faut être là aux aurores. Sinon, il faut être pote avec un promoteur. Ou alors faut être pote avec un promoteur, mais bon, les promoteurs... Non, mais de temps en temps, tu vois, alors j'imagine que, je sais pas, sur celui-là, T2, etc., bien placé, Marseille... 8e, avec la mer au loin. Voilà, j'imagine que ça, c'est bon... c'est tellement haute que du coup, tu arrives à des prix qui sont potentiellement un peu débiles et qui sont pas forcément bons. Le truc, c'est ça, c'est-à-dire tu arrives à des prix qui vont être élevés. Alors après, tu sais, un bon produit, enfin le prix s'oublie, hein, la qualité reste, la mer, elle va pas s'en aller. Si tu as la vue sur la mer, ton prix restera toujours très haut. Ça nécessitera certainement pour toi un effort d'épargne un petit peu plus important parce que ton prix au mètre carré va être plus élevé. Ton T2 plein sud avec vue mer, que ton T2 qui est de l'autre côté de la résidence vue pavillon. Donc ta rentabilité sera plus forte, mais ton produit patrimonialement il s'entend bien, tu vois. Donc et puis après, par exemple, sur un produit comme ça, tu peux très bien faire du meublé touristique, ça se louera très très bien dans le futur une fois que tu as arrêté ta défisque. Donc ça, je pense que c'est une clé. Moi, si je peux donner un conseil, tu me diras si j'ai tort, hein, mais c'est ce que j'avais dit à mon conseiller de l'époque, c'était moi, si je me projette pas dans le bien, j'achète pas. Il m'avait redit non, mais c'est de la finance, c'est pas de l'immobilier. Et en fait, après, il avait compris ça, il m'avait proposé dans un coin de Bordeaux qui se finit en hack, mais je sais plus lequel. Sac, moi sac, un truc comme ça. Mais un super truc construit avec, en l'occurrence, il y avait un parking en sous-sol, des places de parking devant, une piscine partagée, voilà, un rooftop ou une terrasse. Et là, j'avais vu le truc, j'avais trouvé ça génial. Tu vois, et en effet, je pense que ça s'est vachement valorisé. Mais je pense qu'il y a un truc aussi, en effet, de se dire, comment je peux projeter le bien dans 10 ans. Alors, si je veux le garder notamment, quoi. Mathieu, je vais te dire, 100% des acheteurs, même si on peut leur dire faut pas se projeter, c'est pas pour vous le cas, obligatoirement tu te projettes dans l'appartement. Oui, mais il faut, non ? Tu crois qu'il faut ? Non, mais il faut se projeter, il faut s'imaginer dedans. Il faut s'imaginer, effectivement. Alors sur la ville, effectivement, si t'es pas lillois et que je te fais acheter à Lille, bon, tu vas peut-être avoir du mal à te projeter. Mais après, je te montre le quartier, je te montre l'environnement, je t'explique pourquoi Lille, là, ça prend 5% par an depuis les années, et pourquoi faut y aller, parce que là, je suis quasiment au prix au mètre carré de l'ancien, donc t'as aucun risque, tu prends pas de risque. Mais il faut prendre le temps d'aller du coup sur l'endroit. Je veux dire, ça te coûte 500 balles l'aller-retour. Tu sais, alors je vais te dire, Mathieu, pour avoir le temps de le faire, je comprends ce que tu dis, mais il y a un jeu. Faut comprendre le marché, c'est un jeu d'options. C'est-à-dire que le promoteur, il ouvre son stock. T'as 200 investisseurs sur un lot, par exemple, parce qu'il est super. Donc moi, je suis un conseiller. Je dis tiens, Mathieu, ça va lui plaire, ça c'est top, c'est pour lui, c'est dans ses prix, c'est ce qu'il m'a demandé. Hop, je l'optionne. J'ai 48 heures d'option. Je te le montre. Si tu te positionnes pas tout de suite. Et tu me dis, laisse-moi une semaine pour réfléchir. Alors, bon, je connais le promoteur, je peux le garder. Ouais. Mais en 48 heures, je peux faire l'aller-retour à Montpellier en avion. Ça dépend de ton agenda. Mais tu vois, ça dépend de ton agenda. Mais après, je peux te garder le bien. Le mieux à faire, et ça, faut vraiment le conseiller aux clients, quand ils trouvent le produit qui est bon, c'est de le réserver. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un contrat de réservation, de toute façon, tu as un délai de rétractation. D'accord ? Tu reçois un contrat contresigné du promoteur, tu as 11 jours de réflexion. Donc ça te laisse quand même le temps d'aller te déplacer, d'aller voir sur place le bien.
parce que tu peux être sûr que les bons produits, si c'est pas toi qui te positionne, t'en as un autre qui se positionne directement derrière. Donc le temps, t'en as pas tant que ça dans le neuf. Et c'est normal parce que tu es en concurrence avec plein de gens, mais même dans l'ancien. C'est-à-dire, si tu visites un appartement, Oui, bien sûr, t'as un il est beau petit super. télé, il est super, vous êtes 10, bah imagine. Ah non, mais ça juste. Alors, l'autre bon conseil que je peux te donner, parce que là, je suis plus expérimenté là-dessus, Bien sûr. c'est, et je l'ai fait plusieurs fois, en ancien, tu vois un truc bien, à un prix décent, tu réfléchis pas, tu fais une offre au prix. Tout de suite. Et ça, faut juste se souvenir. Il y a une règle qui Mhm. va par-dessus toutes les autres dans Bien sûr. l'immobilier, c'est quand tu fais une offre au prix, Bah, tu peux, c'est ton vendeur, pourquoi. il est Voilà. collé, quoi. Moi, je me Ouais. souviens quand j'ai acheté ces bureaux ici où on est, l'agent immobilier m'a dit, je lui ai envoyé un email en lui disant, je vous fais une offre au prix. Boum, j'envoie le truc, je l'appelle derrière pour lui dire, vous avez bien réceptionné. Elle me dit, bah oui, très bien, bah je vais voir ce qu'on peut faire. Je lui dis, non, mais Non, chérie, tu vas pas Bah voir ce non, qu'on peut non. faire. C'est fait, quoi, en fait. C'est pour moi. Sachant qu'en fait, je pensais que j'avais pas les moyens du tout de me payer ça. Ouais, Et, ouais. il se trouve qu'on a fait un dossier qu'on a réussi à se le payer. Extra. Et voilà, mais j'avais des conditions suspensives, j'avais des tas de choses. Et puis, Bien bah, sûr. c'est Ouais, au prix. conditions Donc, suspensives voilà. de prêt, ouais, Il faut bien. juste voir qu'en droit français, d'ailleurs, je crois que c'est plus général que ça. Vous pourrez peut-être vérifier ceux qui sont dans le légal aujourd'hui. Mais quand il y a quelque chose à vendre à un prix sûr. et que tu dis je le prends au prix, tant que tu n'es Bien pas sûr. dans la négo, Hmm. le vendeur n'a pas le droit de te refuser, ni un particulier ni un professionnel, de te vendre la chose. Il a affiché quelque chose, c'est à vendre, et il peut pas juste parce que tu as une sale gueule ou parce que je sais pas quoi, dire bah non, en fait, je veux pas te le vendre. Bah, je vais te raconter une histoire. Moi, j'ai acheté ma résidence principale, on était en 2010, donc un appartement à Paris. On avait fait quelques visites avec mon épouse. On arrive sur le bien, on loue, on dit, bon, il y a quelque chose qui va pas. Le prix, tout ce qu'on a vu pour un prix équivalent, c'était vraiment, vraiment en dessous. On réfléchit, je me dis, je fais une offre, je voulais faire une offre à 580 au lieu de 600. Je dis non, je fais une offre à 600 tout de suite. J'ai fait l'offre tout de suite à 600. Ben, tiens-toi bien, l'agent immobilier qui était un agent immobilier du 18e qui vendait le bien dans le 15e, qui connaissait pas forcément le marché. Entre-temps, il a reçu 10 coups de fil d'agents du coin qui lui ont dit mais t'es malade, c'est pas le prix, ça vaut 650, etc. Il a fallu effectivement faire intervenir le notaire avec l'offre auprès et il ne pouvait pas se désister. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Et ça se fait, c'est la course, hein, c'est-à-dire que faut faire l'offre. Évidemment, là, on est en side sur notre épisode, mais bon, ça doit marcher sur du neuf aussi, j'imagine. Mais il faut faire l'offre tout de suite et par écrit. C'est-à-dire qu'après, vous appelez pour dire est-ce que tu as bien reçu mon offre, etc. Mais c'est l'écrit qui prévaut. Hein, exactement. Donc, tout à fait. une fois que vous avez fait l'offre, parce que si vous appelez, qu'il se rend compte, ton agent ou agente se rend compte que le prix est pas bon, il suffit d'appeler, que eux disent à quelqu'un d'autre de faire une offre. C'est la première dans le temps, il faut le prouver. Il y a la charge de la preuve derrière. Bien sûr, donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est hyper important parce que des erreurs de prix, en plus, ça arrive, quoi. Et alors, si tu veux, alors on va terminer là-dessus. Si tu veux, à l'époque, je travaillais chez seloger.com. Donc la publication de l'annonce, je l'avais. J'avais même le back-office de la publication de l'annonce, la date de ma visite. Donc effectivement, ils ne pouvaient pas. Mais ça a duré 3-4 mois de ce petit jeu avant de faire une injonction. Voilà. Mais donc pour te dire que le temps, dans les bons produits dans le neuf, tu l'as pas forcément. Tu vois, il y en a qui vont... il faut aller vite. Donc mon conseil, c'est si vraiment tu as une hésitation dans le produit, t'as pas une hésitation, le produit te plaît, etc., mais tu as besoin de réfléchir encore 24-48 heures, bah, tu veux réfléchir, tu signes ton contrat de réservation parce que de toute façon, ton contrat de réservation, tu as un délai de rétractation de 11 jours. Eh ben, tu prendras le temps de la réflexion, tu iras sur place, tu trouveras le temps. Alors, faut pas le faire tout et n'importe quoi parce que le promoteur, il n'a pas que ça à faire de faire signer des contrats de réservation. Mais bon, voilà, au moins là, tu te laisses le temps de réfléchir. Oui, mais bon, après, à la fois, si son prix est bon et que voilà, c'est pas si à lui de faire n'importe quoi. Si tout le monde signe ses trucs et se rétracte, c'est que probablement il fait de la merde aussi, hein, tu vois. Bien sûr. Donc, Oui. Non, mais si mais souvent, il y a très peu de rétractations. Moi, j'ai quasiment jamais eu une rétractation après un contrat de réservation signé. Et alors, en revanche, il t'arrive des trucs de ouf parce que tout à l'heure, tu m'as raconté une histoire. Je sais pas si tu peux la raconter sur le micro, mais il y a des trucs qui reviennent sur le marché de temps en temps. Ouais, bah là, récemment, pour une de mes clientes, c'est une opération donc en Île-de-France, proche d'une gare RER. J'avais vendu il y a 2 ans à un de mes clients l'opération, donc lui qui a attendu 2 ans. Et là, est revenu à la vente le bien parce que problème de financement. Le promoteur l'avait gardé pour quelqu'un qui connaissait et puis ils n'ont jamais réussi à le financer. Donc le produit revient à la vente, il est livré, il est au même prix qu'il y a 2 ans. Je l'ai fait acheter à ma cliente.
Elle a payé en gros dans les 175 000 euros. C'était déjà le prix il y a 2 ans de l'époque. Et en plus, elle a récupéré un parking. Donc, elle loue tout de suite, c'est livré, elle paye des frais de notaire à 2,5 et elle bénéficie de la défiscalisation immédiatement. Ça, c'est quand même des choses qui sont assez rare en général, parce que quand quand c'est livré, en général tout a été financé, etc. Mais c'est des choses qui arrivent et ça coïncidait parfaitement avec le projet de ma cliente. Donc je me suis bagarré pour récupérer l'eau et le lui laisser. Et elle l'a visité. Okay. Elle a fait une visite Pinel sur place, elle a visité les lieux, t'as tout à la cuisine, tout est impeccable. Et là, c'est parfait. Trop bien. Donc pour comprendre, juste sur moi je veux absolument des trucs comme ça, tu vois. Des anecdotes, moi j'en ai d'autres. Mais j'en ai une belle aussi. Si tu vas me la raconter après. Juste pour comprendre, je vais reprendre un bien à 100 000 euros pour faciliter. Ouais. Sur 100 000 euros, qui prend quoi? J'achète un bien à 100 000 euros, tu gagnes combien? Qui d'autre gagne quoi? Le promoteur environ. Voilà, tu peux me faire la décompo? Alors, en fait, quand tu achètes un bien, alors savoir que tu achètes un prix neuf. Tu vois, donc c'est pas de l'occasion. Déjà, tu as de la TVA dessus. D'accord, tu as 20 points de TVA sur du neuf. Ça, il faut le savoir. Donc l'État prend sur 100 000 euros, prend 20 000 euros. Ouais, prend 20 000 euros. Exactement. Voilà. Bon, après, c'est le promoteur qui encaisse la TVA. Donc il y a un jeu de TVA, c'est un jeu d'entreprise. Bon, mais déjà, il y a la TVA dessus. Oui, c'est pas exactement ça, parce qu'il y a encaissement, décaissement. Voilà. D'accord, et puis le prix du neuf, il faut que tu aies conscience qu'un promoteur, quand il lance une opération, il achète du foncier 2-3 ans avant. Donc il est au prix du foncier d'avant. Il peut pas te faire le prix. Il est obligé de le vendre un petit peu plus cher. Donc lui, il va rétrocéder, si tu veux, entre 5 et 10% du prix de l'appartement à des intermédiaires. Ça entre aussi en ligne de compte, les 5 à 10%, dans ses propres frais à lui, parce que lui, il a des frais de commercialisation. C'est ça qu'on appelle. Alors, pardon, c'est là on parle du promoteur, c'est ça? Ouais. Et donc lui, c'est celui qui a... juste pour comprendre, être certain, il achète le terrain. Ouais, il va chercher un archi. Avec son archi, il va faire des plans. Il va faire ses plans, il va machin. Et tout ça lui coûte combien, en gros? C'est compliqué de savoir quelle est sa marge. C'est ça que tu veux connaître. Elle est autour des 10%. 10% pour lui. 10% pour lui. Donc, en règle générale. Et puis surtout, le promoteur, ce qu'il faut, c'est que il va rétrocéder 5 à 10% de ses frais. Mais 10%, c'est très rare. Et ça n'existe quasiment plus aujourd'hui. Il faut savoir la commission d'un conseiller en gestion de patrimoine ou d'un commercialisateur, elle oscille entre 5, 6 à 7%. Donc là, il va voir Papillon Patrimoine, ou en tout cas, il y a peut-être des plateformes, il va dire, tiens, j'ai assez à dispo, et puis il y a des Papillon Patrimoine dans toute la France, et puis tout le monde y a accès. Ou alors, toi, tu as un lien privilégié avec lui, tu deals un truc, voilà. Et ça, c'est commercialisé, c'est transparent pour ton client? C'est transparent. Ça s'appelle le décret Montgolfier, qui est obligatoire aujourd'hui. Donc, dans un contrat de réservation, il est indiqué la commission de l'apporteur d'affaires. Et donc, une bonne commission, c'est 5%? Commission moyenne normale, c'est 5%. D'accord. Et après, tu peux avoir des commissions à 6, 7, 8, 10%. Voilà, ça dépend Moi, si je te dis, allez, vas-y, sois sympa, fais-moi 3%. Écoute, ça dépend. Si tu es vraiment très gentil. Moi, ce que je peux faire chez Papillon, c'est qu'on peut par exemple essayer de t'offrir la cuisine ou des choses comme ça. Tu vois, moi, j'ai quelque part la possibilité de te faire un prix ou un cadeau là-dessus. Après, est-ce que c'est mon intérêt? Il y a aussi mon travail. Chercher, ça prend du temps. Tu vois, enfin bon, même toi, tu vois, il y a plein de... C'est toujours pareil, on essaie toujours de négocier. Mais si tu veux me dire à la martingale, effectivement, quel est le moyen d'acheter moins cher, finalement... Non, mais en fait, ce que je veux dire là-dessus, c'est que ce qui est compliqué, c'est que c'est des produits... Là où c'est compliqué pour un auditeur de la martingale comme pour moi et pour des non-avertis, c'est qu'en fait, quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu es non-averti. Parce que un Pinel, t'en fais 2 dans ta vie. 3 peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le bel endroit où te faire Pinel, tu vois, si tu veux te faire, excusez-moi du mauvais jeu de mots très vulgaire, mais tu vois, c'est quand même un bon endroit pour te prendre un bel accident au passage, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est un peu le truc qui s'est passé pendant des années, donc du coup, tout le monde, petit à petit... Mais ça s'est complètement inversé. J'ai bien compris. 10 ans, t'étais dans... Et la loi, c'est un peu bordé, etc. J'ai bien compris. Hyper bordé. Moi, tu vois, ça me donne envie de tout ce qu'on dit là, mais j'essaie juste de voir, tu vois, au coin où est-ce que je peux, tu vois...
est-ce que je peux te dire, vas-y, trouve-moi un parking gratos et j'y vais, ou où est-ce que Moi, je peux négocier, si tu veux, auprès du promoteur, les frais de notaire ou des choses comme ça. Ça se négocie. Après, le notaire, le promoteur, il n'est pas ennemi de ses intérêts. Si Mathieu Stéphanie veut l'acheter 198 au lieu de 200 et que derrière, il y en a 3 qui veulent faire l'offre au prix à 200, c'est comme le parallèle pour l'ancien. Il n'a aucun intérêt de te faire une remise. Et puis, moi, derrière mon travail aussi, il ne va pas s'arrêter à te trouver un lot. Parce que derrière, je vais t'aider dans le financement. Derrière, je vais t'accompagner sur tes déclarations d'impôts, etc. Donc, je vais te suivre dans le temps sur la longue durée. Donc, tu me demanderas à un moment des conseils. Tiens, il y a telle chose et telle chose. Le gestionnaire, est-ce que c'est bien? Tu peux m'aider à renégocier mon prix. Donc, moi, je suis sur un accompagnement long terme. Donc, baisser ma com à un moment donné, ça n'a pas forcément d'intérêt parce que derrière, je vais m'occuper de toi sur le long terme. C'est pas juste une signature. Et alors, du coup, dans ma vie, à quel moment, mettons que je paye en effet 3 à 4 000 euros d'impôts assez tôt, donc tu dis qu'il faut gagner combien à peu près pour payer 3 à 4 000 euros d'impôts? Si ça dépend de ta situation. Si tu es célibataire, tu es un taux à 10 points ou 12 points, c'est autour des 36 000, 38 000 euros par an. Quoi, tu pour vois. Un urbain qui a un bac plus 5, ça peut venir assez vite. Quoi. Ça peut venir assez vite. Avant 30 ans, ça peut venir dès le démarrage. Ouais. Donc du coup, à quel moment est-ce le mieux de commencer? Est-ce qu'il vaut mieux commencer sur un truc à 10 000 euros très jeune ou 60 000 euros très jeune? Est-ce qu'il vaut mieux attendre un petit peu En fait, ce qui vaut mieux, c'est acheter vite. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que plus tu achètes vite, tu as quand même le locataire qui te paye une partie de ton crédit. Et si tu as de la fiscalité tout de suite, plus tu le fais tôt, mieux c'est quelque part. Parce que tu capitalises chaque année qui passe. Ton prêt se rembourse et chaque année qui passe, une partie de tes impôts et des loyers que tu perçois rembourse. Donc, tu crées du capital chaque année. Donc, après, ça dépend aussi de ton aspiration à toi. C'est-à-dire que si toi, tu as 25 ans, tu es à Paris, tu es locataire et tu dis de toute façon, je ne vais pas vivre à Paris, je vais y bosser pendant 7 à 8 ans et après, je vais me sauver, il faut que tu fasses un investissement locatif. Là, ça a du sens de pouvoir le faire tout de suite parce qu'effectivement, tu ne vas pas te loger tout de suite. Si ton but, c'est de faire de la résidence principale immédiatement, tu dis, moi, dans 1 an, je vais acheter. Tu sais très bien que si tu fais un investissement locatif, tu vas te créer un endettement supplémentaire. Donc, est-ce qu'après, ça va passer aux yeux de la banque? Donc, c'est vraiment tes aspirations. Mais si tu es locataire, tu as 26 ans, tu sors d'école de commerce, tu gagnes 3 500 euros net ou 4 000 et que tu n'as pas un loyer trop important, fais-le tout de suite. Démarre directement parce que tu as intérêt à le faire le plus tôt possible. Et là, aujourd'hui, les taux restent bas quand même. Enfin, on emprunte à 1,10, 1,15, 1,20. Il faut avoir conscience. Et tu as déjà du rendement dans l'immobilier, même dans du Pinel, à 3,5, voire 4. Tu empruntes à 1, tu as des rendements à 4. Et puis en plus, il y a un locataire qui te rembourse derrière et ton impôt qui vient rembourser. Le vrai rendement d'un investissement immobilier, c'est pas 3-4%, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Parce qu'on oublie toujours dans l'investissement, quelle est ta part? Si toi, tu as acheté un bien de 100 000, tu as mis en cumulé, en effort d'épargne, tu mets 200 euros par mois, tu as mis 24 000, 25 000. Tu le revends au bout de 10 ans, tu as fait 60 000 ou 70 000 euros de capital. Toi, tu auras mis 25 000 et tu es sorti avec 70 000. Bon, tu n'as pas fait forcément de plus-value. De toute façon, donc tu as sorti 45 000 ou 50 000. Tu auras mis 20 000 euros ou 25 000 euros dans un placement en année zéro et au bout de 10 ans, tu sors avec 60 ou 70, je peux te dire que c'est des rendements autour des 20 points. Et ça n'existe pas, tout simplement. Oui, il y a le Bitcoin, mais tu sais pas jusqu'à quand ça va aller. Oui. Non, mais ça, c'est 20 points tous les mois. En tout cas, mais le Bitcoin, je sais pas si tu es capable. Tu peux mettre 25 000 euros, mais tu vois. Ouais, faut être un peu. Mais c'est ça le vrai rendement, quand c'est bien fait et en revendant au prix. Je te parle pas forcément de faire de la plus-value. Donc, il n'y a rien plus fort que de l'immobilier. Et surtout, l'avantage du neuf, c'est que tu n'as pas de surprise de travaux. Encore une fois, tu fais un investissement dans l'ancien, ça, tu payes. Tu payes moins cher, mais si jamais demain, tu as un gros coût de copropriété et que tu te retrouves à devoir payer 10 000 ou 15 000 euros de ta poche, ton investissement, il est grévé. Même si ça fait du déficit foncier, il est grévé quand même. Sur les surprises de travaux, je mettrai un petit bémol, c'est qu'il y a eu pendant aussi pas mal de temps, mais c'était cette période dont je parlais tout à l'heure, pas mal de boîtes qui déposaient un peu le bilan dans l'immobilier, qui construisaient, qui disparaissaient, étaient garanties, tout ça, tu savais pas trop où ça allait, c'était compliqué. Faut aussi un peu regarder les promoteurs avec qui tu bosses, à qui t'achètes, les gens qui s'ils sont là, qui sont pignons sur eux, qui sont sérieux, etc. En effet, quand tu as des trucs bien faits, c'est absolument merveilleux, fantastique. Alors, si tu veux que je te donne des tips là pour tes clients, tes auditeurs, pardon, et peut-être mes futurs clients, tu as des promoteurs qui font de la qualité. Donc, tu vois, tu as des promoteurs comme Emerige, Ogic,
ou Cogedim par exemple, c'est des promoteurs, c'est du top qualité. Ou Franco-Suisse, je veux dire, t'achètes vraiment des très très beaux produits. Tu vois, Emery, il y a des œuvres d'art dans les halls d'entrée, ils font du mécénat. Ogic, ils ont des qualités de construction, donc t'as vraiment un effet waouh quand t'es livré. Moi, j'ai fait des accompagnements de livraison avec mes clients. Enfin, limite, ils disent, oh, j'ai même pas envie de le louer, j'ai envie de le garder pour moi, ce truc, en fait, il est tellement bien. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans le neuf. Donc, effectivement, le choix du promoteur, ça compte. Et moi, je suis d'accord là-dessus, je vous l'ai dit un peu sur ces histoires, mais il y a une grosse notion de kiff, quoi. Quand vous achetez un truc qui est bien fait, de bonne facture, où on a envie de vivre, et où on est, voilà, où il y a tout le truc de, voilà, tu vois, à Paris, il y a une tendance, mais aussi dans les grandes villes, du côté un peu bourgeois des apparts cossus d'il y a 100 ans, 120 ans, mais quand tu arrives dans des trucs très très bien faits, neufs, avec le parking en dessous où tu montes direct et t'as c'est un autre effet, t'as un certain confort, voilà. C'est sympa aussi. Et avec une énorme baie vitrée et puis une terrasse, tu te dis, en effet, ça se valorisera si l'endroit est bien. Si donc ça, bien, et en effet, la qualité de construction est importante. Exactement. Écoute, c'est vrai que c'est passionnant, ça me donne envie. Après, si tu veux, regarde, je vais te donner quand même d'autres types, parce que c'est vrai qu'on a surtout parlé du Pinel, qui est quand même le gros du marché. Oui, je voulais faut pas se le cacher. Les Malraux, les monuments historiques. Ouais, alors après, tu as différentes choses qui existent. Tu as effectivement les résidences de service, donc ce qu'on appelle le Censi-Bouvard d'ailleurs. C'est-à-dire que tu as la résidence étudiante, tu as l'EHPAD, tu as la résidence d'affaires, la résidence de tourisme. Là, tu as 11% du prix du bien en défiscalisation, donc lissé sur 9 ans. Tu vois, donc ça te fait 11% seulement, sauf que tu récupères la TVA. C'est-à-dire que ce que tu achètes 100, au bout de 6 mois, l'État te rend les 20 000 euros de TVA, et là, c'est de la résidence qui est gérée par un gestionnaire, tu n'as rien à faire, tu reçois un loyer net. Pas garanti quand même ? Garanti dans ton contrat. Pendant 9 ans, tu as une garantie. L'inconvénient de ce type d'investissement, alors bon, si tu fais de la résidence d'affaires, là, je veux dire, il y a pas grand monde dans les résidences d'affaires. La résidence de tourisme aujourd'hui, il y a pas grand monde. Si tu as acheté des choses en station à 800 mètres, effectivement, maintenant les gens vont en station à 1008, etc. Les EHPAD, ils sont tous vaccinés. Ils vont les EHPAD, les EHPAD aussi. Mais souvent, l'inconvénient de ce type d'investissement, c'est que tu vas payer très cher ton achat et t'es pas dans un marché très liquide. C'est-à-dire revendre une résidence d'affaires, c'est très compliqué. Donc là encore, la résidence étudiante, ça peut s'entendre. Et dans une optique où tu as 60 ans, tu veux des rendements sans payer d'impôts fonciers. Donc là, tu as dans une résidence gérée, tu peux parce que tu as un principe d'amortissement qui s'opère. Donc tu as que des revenus nets, sans fiscalité. Ok, pardon, tu me mets Émeric dans un partage, c'est qu'à la fois d'office direct, je me dis attends, iPad fantastique quoi, parce que on sait tout ce qui est pas assez de place, que machin, mais si tu me dis je l'achète cher et que je peux pas le revendre, tout d'un coup je me dis attends, me faire coller. Écoute, j'aurai un loyer normalement pendant longtemps. Le truc c'est que tu vas avoir un loyer pendant longtemps. Donc si par exemple toi t'as 300 000 euros d'assurance vie, bon t'as un taux à 1 point. Ok, c'est pas ça qui va te faire vivre ta retraite, donc capital. Donc tu peux très bien imaginer dire je vais acheter 3 résidences étudiantes, ça me fera du 2000 euros par mois et c'est pas grave, je n'en ai rien à faire de revendre mon patrimoine à l'échéance de 20 ans parce que j'ai pas forcément d'enfants à qui léguer mon patrimoine, tu vois. Il y a aussi toujours une notion de qu'est-ce que tu vas faire de ton immobilier, c'est-à-dire tu crées du capital, mais à 60-65 ans, si tu as déjà aidé tes enfants et que tu veux juste que tes capitaux te génèrent de l'argent non fiscalisé, tu peux opérer ce type d'investissement. Surtout que là, il y a des trucs à peu près calculables, plus ou moins, mais je veux dire, il suffit de regarder ta pyramide des âges et puis sur la retraite, je veux dire, et les retraités, même si toi, tu arrives à la retraite et que tu peux loger tes congénères retraités, finalement, a priori, ça devrait aller, sauf si, justement, juste avant toi, mais je pense que les courbes sont plutôt bonnes. Là, mais, Oui, la population est vieillissante, effectivement. Mais bon, les Français sont assez réfractaires à aller dans les EHPAD, c'est vraiment au tout dernier moment, c'est 1 an et demi. Non, mais tu vois, t'as ce qu'on appelle les résidences gérées. L'inconvénient, c'est souvent que tu risques de les payer cher et que c'est pas forcément très liquide. Okay. Donc, c'est pas forcément ce que je vais conseiller, sauf, comme je te le disais, quand tu n'as pas de notion de retransmission du patrimoine et que tu as à la retraite et que tu as envie de générer des revenus non fiscalisés, tu peux aller sur ce type de choses. Et après, quand tu parles de Malraux, voire de monuments historiques, là, c'est un autre mécanisme. C'est-à-dire que c'est pas une économie d'impôt au sens... c'est que tu vas faire baisser ton revenu imposable. Je te donne un exemple. Tu gagnes 300 000 euros. Donc, tu vas payer 120 000 euros d'impôt. Par exemple, avec le monument historique, tu vas imputer l'intégralité des travaux sur tes revenus.
Mais attends, ça veut dire quoi le monument historique? Alors, monument historique, tu achètes un appartement, un logement dans un bâtiment qui est classé à l'inventaire des monuments historiques. Donc, tu as des opérateurs, ils sont très peu en France à le faire, qui vont acheter, je sais pas, le château de La Rochette, je sais pas dans quel endroit, et qui vont effectivement le réhabiliter totalement, faire des logements et puis revendre à la découpe les logements. Et tu vas avoir des coûts de travaux plus ou moins importants, voire parfois 80% du prix de l'appartement que tu achètes. Je te donne un exemple, tu achètes un appartement qui vaut 200 000, tu as 160 000 euros de travaux et 40 000 euros de foncier. Ces 160 000 euros de travaux, tu peux les imputer sur ton revenu. Si tu es sur une tranche marginale à 300 000 euros et que tu enlèves 100 000 euros, par exemple, d'impôts, tu as gagné 45 000 euros d'économie. C'est important que pour les très riches, du coup. Ça s'adresse vraiment à des gens qui commencent à payer 30 à 40 000 euros d'impôts par an. Donc, si tu veux, c'est même pas 1% des gens. Et là-dessus, tu as des bons... Enfin, je veux dire, c'est par rapport à l'EHPAD, tu peux acheter des trucs à des prix intéressants, parce qu'en plus, tu peux te dire, c'est aussi résilient, ça, entre guillemets. Alors, sauf si tu payes trop cher, mais en revanche, un monument historique, de toute façon, on va vouloir le garder, on va vouloir l'entretenir, c'est l'objectif de toutes ces choses-là. C'est l'objectif de ça. Et tu sais, en plus, ça date de 1913, la loi sur la préservation des monuments historiques et la défiscalisation sur des monuments historiques. Donc, ça date pas d'hier. Puis même en résidence principale, si tu achètes un monument historique pour y vivre, tous les travaux générés, tu les réduis de ton revenu, au-delà même de faire de l'investissement locatif. Sauf que tu as une nécessité de conversion de 15 ans sur le monument historique. Et derrière, une fois que tu as sorti la défisque, tu as un effort d'épargne qui est quand même assez important. Ce qui est très important là-dedans, ça peut marcher ce type d'investissement, c'est qu'effectivement, quand tu as enlevé le coût des travaux, la valeur au mètre carré de ton bien par rapport au marché, quelle est-elle? Il faut pas que ça soit, il faut pas qu'il y ait un écart trop important. Donc c'est des choses à calculer, mais qu'on regarde en détail. Donc tout ne se vaut pas là-dedans, mais le levier fiscal est intéressant. Et le Malraux, c'est un peu le même principe. Tu défiscalises juste un petit peu moins, et puis tu as une conservation de 9 ans. Mais c'est pas sur des monuments historiques, c'est sur... Alors Malraux, c'est sur des zones classées. Tu vois, c'est une loi qui date de 62, 63. C'est André Malraux, l'écrivain, et qui a été ministre de la Culture. Et pareillement, pour préserver les centres-villes ou les zones qui ont une valeur patrimoniale, il y a ce qu'on appelle la loi Malraux. Donc sur certains secteurs sauvegardés, limite, tu sais, si tu es à proximité du château de Versailles, par exemple, ce genre d'endroit. Dans Paris, il y en a des zones classées? Alors, dans les zones en Malraux à Paris, je ne sais pas trop. Je ne saurais te dire. Il y a peu d'opérations Malraux. Tu as surtout des opérations de déficit foncier, donc tu achètes de l'immobilier avec des travaux, tu vois. Mais Malraux, tu en as un petit peu partout, mais tu as 30, 40 opérations par an, tu vois, qui se battent en duel, Aix-en-Provence ou des choses comme ça. Donc là encore, faut bien regarder. Mais il y a des bonnes opérations aussi à faire là-dessus. Donc tu vois, Malraux, monument historique, les résidences de service et le Pinel, c'est les 4 gros leviers de défiscalisation. Et puis effectivement, on a abordé le déficit foncier, qui est des opérations quand tu as déjà des revenus fonciers. Tu achètes une opération avec 100 000 euros de travaux, tu viens déduire pendant 10 ans tes travaux sur tes revenus fonciers existants. Voilà, typiquement le genre de choses que tu peux faire. Ouais, donc c'est là où tu vois qu'il faut quand même, quand tu veux cumuler tout ça, alors je sais pas dans quelle mesure tout est cumulable en tous les sens. Alors, tu as Pinel, tu rentres dans le plafond des niches fiscales. Malraux, monument historique. Le plafond des niches fiscales, c'est 10 000 euros. D'accord, tu peux pas gommer plus de 10 000 euros. Donc, si tu as déjà fait 2 Pinel, t'es coincé, tu peux rien faire d'autre. Par contre, tu peux faire un Malraux. Malraux, c'est déplafonné. Monument historique, c'est déplafonné. Donc, encore une fois, sans une étude approfondie, ton client, de sa fiscalité, de ses finances, tu proposes rien. Et déjà, le type qui vient de dire, moi, je veux faire un Pinel, très bien, c'est un bon point de départ. On va regarder déjà un petit peu les chiffres, si vous permettez. Et une fois qu'on sera rentré dans les chiffres, on verra si effectivement le Pinel est ce qu'il y a de mieux pour vous. Potentiellement, oui. Et après, on regardera un petit peu le marché et voir le mécanisme. Mais tu vois, tu as des ratés dans le Pinel. C'est ce que je te disais, je t'en avais parlé. J'avais un client qui avait acheté à Lens en Pinel. Je le rencontre au mois de janvier de l'année dernière, ou au mois de mars. Vient le confinement. On se rappelle en mai. Je lui dis, bon, on y va, on avance. Il dit oui, mais par contre, je dois vous dire, j'ai déjà acheté un appartement neuf, j'ai déjà fait un Pinel. Je dis ah bon, dites-moi où, hein. À Lens. Ah bon? À Lens, d'accord. Et vous avez acheté quoi? J'ai acheté ça. Ça faisait 3 500 ou 4 000 euros du mètre carré. Le mètre carré à Lens était à 2 000. Je lui dis bon là, vous faites quelque chose qu'il faut pas faire. Je l'ai fait annuler sa vente. Je lui ai trouvé un produit à Romainville. À Romainville, tu as 5 000 euros du mètre carré. Moi, dans du neuf, j'étais à 5 600, 5 700. Cohérent. T'es neuf,
tu as de la défiscalisation. Il a annulé son appartement à Lens, je lui ai fait annuler et je lui ai fait acheter Romainville. Tu vois, et ça, c'est mon métier. Il l'avait fait avec quelqu'un d'autre. Donc là aussi, tu peux avoir des ratés. Et la défiscalisation, c'est un moyen, mais ça n'exonère jamais d'avoir le bon emplacement. C'est ça qui compte. Sachant que, en bon bobo que je ne suis pas, et vraiment je ne suis pas, mais je pense que c'est bien de payer des impôts et qu'il faut participer à l'effort national. On en paye mieux, c'est exactement. Pour toi. Voilà. Et voilà. Mais en revanche, il faut aussi comprendre que l'État met en place ces mesures pour aider et financer un certain nombre de choses, pas juste voilà. Moi, ce que en revanche je refuse, on va dire philosophiquement, c'est de me dire que ces primes dont je peux bénéficier soient partagé par tout le monde sauf moi, tu vois. C'est un peu ce que tu veux dire, ouais. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode avec toi, parce qu'en l'occurrence, il y a eu ces moments, et aujourd'hui, je suis certain, comme tu me l'as dit, cette personne à Lens, il y a encore des moments comme ça. Donc, faut pas faire confiance les yeux fermés, faut regarder les prix du mètre carré, faut interroger éventuellement, mettre en concurrence, enfin voilà. Mettre en concurrence deux cabinets, pourquoi pas, sentir comment tu es avec ton client. Moi, il y a quelque chose que j'ai avec mes clients, et je leur dis généralement assez vite, c'est que moi, je suis transparent et je suis bienveillant. C'est-à-dire, vraiment, c'est pas un mot vain dans ma bouche, c'est-à-dire que vraiment, ce que je propose, je me suis mis à ta place et je me dis, si je suis Mathieu, est-ce que je le fais ? Bah ouais, je le fais. Tout coïncide. Le prix, il est bon. Le levier fiscal, il est bon. Le rendement, il est bon. Je sais que je peux le financer, je suis confiant, ce que j'achète là en année 1, je sais qu'en année 12 ou 13, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de décote. Et donc, c'est comme ça que je travaille. Et ça, si tu veux, tu dois sentir ton client. Et enfin, quand tu fais un contrat de réservation, il y a le décret Montgolfier. S'il y a marqué 12% de commission, pose-toi des questions. Parce que si le promoteur il a besoin de donner 12% pour vendre son bien, c'est que ça ne va pas. Tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement, ça, c'est important aussi. Maintenant, le métier, il change, il bouge. Ce que je veux dire, un client, il a Google Maps, il a Google Street View, il peut regarder, il va sur Meilleur Agent, il a les prix au mètre carré. Bon, je veux dire, il peut comparer ce qu'il pouvait pas faire il y a 12, 13, 14 ans. Voilà. C'est exactement ça. Et puis après, voilà, juste, faut être responsable. Je veux dire, à un moment, il y a des gens qui signent trop vite sur des contrats, sur de la confiance avec des gens qui connaissent pas. Et je veux dire, à un moment, se bouger, etc. Sachant que, en tout cas pour moi, c'est un one shot, quoi. Je veux dire, tu me le fais une fois, ou t'essayes de me le faire une fois, mais tu vois, c'est un peu l'idée. Là, je vois qu'en plus, t'as plein de bonnes notes sur Google. En l'occurrence, 16 avis à 5 étoiles. Bon, je vois qu'elles ont toutes été faites dans un laps de temps. Tu as dû demander à beaucoup de gens de te noter au même moment, mais c'est non, mais c'est parce que, écoute, on a fait pas mal de bonnes ventes, on fait pas mal de business, et tu sais, nous, on fait beaucoup de business aujourd'hui en distanciel, même ça ne nous empêche pas de revoir des gens en présentiel, mais on a développé des outils pour... on vend sur plan, et puis même la façon dont on approche les choses, les documents qu'on partage, on innove aussi là-dessus. Moi, j'ai un parcours digital aussi. Donc, je fais vivre l'expérience sur le digital. C'est pas simple toujours de faire vivre un client. Il est en face de toi, il te regarde. Ça veut dire que tu as des clients dans toute la France. J'ai des clients dans toute la France. Je peux accompagner des clients partout. Ça, il y a aucun problème, avec une méthode bien structurée. Voilà. Après, t'accompagnes jamais tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choses qui ne te disent pas tes clients. En vérité, toi, t'es sur un couple, et en fait, madame, elle a envie de se barrer. Elle se dit, dans 1 an, 2 ans, j'ai divorcé. Je vais certainement pas me lancer dans un bien immobilier, ou inversement. Enfin, tu sais, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Et puis surtout, il faut désacraliser l'investissement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à dire, attendez, vous n'êtes pas en train de faire, vous faites pas un saut en parachute avec une chance sur 2 que le parachute s'échappe. Je vous accompagne bien là-dessus. Donc, il faut quand même que tu rendes la chose simple. Et là-dessus, justement, une séparation ou des choses comme ça fout le bordel Alors, ça fout le bordel. Déjà, sur quel régime t'es marié, effectivement, ça va jouer derrière. Chacun ses parts. Donc, mais si t'es sur le régime de la communauté, si toi, Mathieu, tu gagnes 100,
Madame gagne 20, vous achetez à 2. Bon, bah effectivement, vous êtes marié sur le régime de la communauté. Il y a un partage ensuite derrière du prix du bien. Donc, mais en fait, même quand tu divorces, par exemple, tu as fait un Pinel. Merde, elle gagne plus que moi, je suis mal barré. Ah bah voilà, écoute, tant mieux, t'es bien marié. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu te sépares, moi j'ai des clients, donc elle est divorcée, ils avaient fait un cellier à 2, 50-50, chacun a sa défisque, chacun a son remboursement de sa part, et ça marche toujours, et elle a fait un Pinel, juste pour elle-même, et voilà, et sans problème, donc tu peux le faire. Donc la séparation, elle n'empêche pas le bien de continuer à vivre, mais bon, après, effectivement, tu te lances pas là-dedans quand tu vas te séparer. Toute dernière question, parce qu'on on a explosé les compteurs, pardon, les mecs, comment je choisis une personne qui m'accompagne, un conseiller? Comment je choisis Papillon Patrimoine ou un autre? C'est quoi? Un autre. C'est comment je fais? Alors déjà, je vais t'expliquer la démarche, comment tu y arrives, parce qu'en fait. Non mais j'ai écouté la martingale, j'ai envie d'y aller. Ouais, on arrive au bout d'une heure. Eh ben en fait, tu m'appelles, hein, tu vois, tu as les coordonnées sur le site, tu vas sur le formulaire de contact, tu m'appelles et puis on discute, on échange. Moi, je suis disponible, je prends des rendez-vous. Parfois, il y a des choses à faire avec les clients, parfois il y en a pas. Donc si effectivement. Mais si je veux te mettre en concurrence, comment je dis quoi? C'est par le réseau, des potes, tu vas demander, t'as quelqu'un, ou comment je cherche sur internet? En fait, en général, pour que tu comprennes juste le parcours, pour que tu comprennes le parcours en général des prospects qui peuvent devenir des clients, c'est tu vas sur internet, tu vois des pubs pour la défiscalisation, tu rentres ton nom, tes coordonnées, tu es revendu à 2-3 cabinets différents, et puis tu as 2-3 cabinets qui t'appellent. C'est comme ça que ça marche. Donc toi, tu es un peu harcelé. Donc ensuite, tu rencontres un ou deux cabinets. Je conseille toujours aux internautes de rencontrer au moins 2 cabinets pour avoir 2 sons de cloche, si tu veux. Et puis ensuite, c'est la confiance que tu auras avec ton conseiller. C'est ça qui va compter. Est-ce que tu sens que la personne que tu as en face de toi, elle veut t'accompagner, elle est bienveillante, elle est transparente, et tu sais où elle va t'emmener. Est-ce que je peux compter sur elle sur le long terme? Ça, c'est important. Mais dis-toi une chose, la recherche du bien, c'est vrai que c'est essentiel, mais ça fait pas tout. Il y a le financement, il y a les assurances, il y a les garanties, il y a la gestion, il y a les appels de fonds, il y a plein de trucs. Fois, tu me dis, on n'a plus le temps de passer là-dessus, mais le financement, les assurances, les machins, les trucs, je me dis... Ça optimise. Oui, ça optimise, mais encore un truc où à chaque fois, moi, je veux une full transparence, parce que, en fait... toi, tu veux idéalement l'accompagnateur, que ce soit mon banquier, que ce soit toi, etc. Il veut la full story. Moi, j'ai une tendance à essayer de morceler. Je suis un gros relou, moi, hein, tu vois. Mais je veux dire, ok, t'as le truc, mais maintenant, je vais aller voir un broker pour l'assurance. Je vais aller voir un broker sur machin. Non, mais en plus, moi, je t'accompagne aussi là-dessus. C'est-à-dire que tu sortes chez le notaire, je peux très bien dire, viens, on va rejouer l'assurance. On va remettre en concurrence ton assurance. Mais rien ne t'empêche de remettre en concurrence ton prêt, ton assurance à chaque fois. Tu peux concurrencer ta banque, utiliser un courtier, etc. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc on est courtier, donc effectivement on va essayer de te trouver le meilleur taux. Mais si moi je te trouve un taux à 1,10, ta banque te propose un 40, mais moi il faut que tu changes de domiciliation bancaire, tu dis, moi ça me fait chier, je préfère rester à un 40, tu vas voir ta banque. Parfois même ta banque elle va s'aligner, elle va se dire Monsieur Stéphanie, il a un taux à 1,10 avec l'autre. Bon, je vais m'aligner. Bon, ok, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc, effectivement. Et puis après, ça dépend des dossiers. Tu as des dossiers plus ou moins compliqués où l'endettement est un petit peu pas simple. Bon, des fois, il y a des banques qui vont te faire des taux à 2,20, mais parce que ton dossier, il est pas simple. Voilà. Donc, effectivement, après, trouver un bien, c'est bien. Mais après, il faut le financer. Ouais. Et ça, c'est une autre étape. Voilà. Donc, il y a plein d'étapes qui entrent en ligne de compte. Et c'est ça le conseil et l'accompagnement. Parce que tu es là partout et à chaque moment. Et je peux t'assurer que moi, j'ai des clients, on s'appelle 100 fois. On a signé en janvier. En décembre, l'année suivante, on s'est au moins 100 fois au téléphone. Donc, tu vois, il faut être... parce qu'à chaque fois, il y a des questions qui viennent. Et si tu fais ça tout seul, tu vas te retrouver complètement noyé. Ok, c'est bon, tu m'as motivé. Je cherche un bien sur la place de la Concorde avec une piscine, une terrasse. Neuf, voilà. Ouais, bien sûr. Bon, monument historique, à la limite. Ça va être monument historique. Ça s'appelle les travaux ou l'Automobile Club de France. Les travaux sont très chers en monument historique. Hein. C'est les architectes du bâtiment de France, ça va te coûter un paquet d'argent. Je veux 2 parkings gratos. On va essayer de te trouver ça, Mathieu. Sans problème. Merci. Alors, on te suit. On peut chercher. Donc, évidemment, il suffit de chercher sur Google ou Papillon Patrimoine ou papillonpatrimoine.fr. On peut t'ajouter sur LinkedIn. Bien sûr. Ouais, donc Emeric, j'écris Eveno, comme ça se prononce, E-V-E-N-O. Voilà, on mettra tous les liens dans la martingale, sur LinkedIn, partout sur le site. Et
Et puis, ben voilà, c'est quoi ta martingale à toi, mon cher Aymeric? Déjà, l'immobilier, j'en ai fait, pas mal. Et puis les montres aussi. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai acheté pas mal de montres. T'en as vendu ou pas? J'en ai déjà vendu. Ouais, j'ai fait de la vente de montres. On a l'impression parfois, tu sais, tu vends des montres avec des montres à 11, 12 000 euros en cash, tu vois, c'est quand même pas mal. Mais effectivement, j'ai cette autre passion. Ça m'avait j'avais un peu arrêté là depuis quelques années. Et puis là, je m'y suis remis récemment à refaire un achat, tu vois. Donc, mais c'est mon autre plaisir. Et on peut gagner aussi pas mal d'argent avec les montres. Mais bon, il faut que ça soit une notion de plaisir. Il faut quand même assez s'y connaître. Voilà. Je pense que c'est le cas dans pas mal de choses, mais ouais, bon, ça peut être c'est moins sur autopilote que l'immobilier neuf. La montre, c'est toi qui l'achètes tout seul. Alors que l'immobilier, c'est quelqu'un qui le rembourse pour toi. J'en dis qui te conseille, tu vois. On a eu Greg Blumenfeld ici, on a eu. Donc j'avais vu les vidéos, etc., avec Joe Star, etc. J'ai vu, t'as fait. Mais les prix se sont envolés depuis. Déjà. Vois, moi, je voulais acheter une Nautilus, elle valait 33, 34. Ça vaut 70 aujourd'hui, donc tu vois. Et j'ai du mal à mettre 70 000 euros dans un produit qui existe à 35 000. Je me dis mais bon, tu l'auras jamais à 35 000 euros. Quand tu peux acheter un appart à Metz avec ça, quoi, c'est cool. Ah ouais, tu peux t'acheter un appartement à Metz avec ça, ouais, exactement. Mais en plus, tu le fais louer par quelqu'un, donc c'est pas toi qui le paye, tu vois. Alors que la montre, ça marche moins bien. La montre, c'est toi qui la paye, voilà. Merci Aymeric pour cette conclusion. Merci à plaisir. vous. J'espère que cet épisode vous aura ouvert les yeux sur tout ça. Moi, oui, ça me chauffe quand même un peu après des années d'hésitation, de tergiversation. Donc voilà, allez voir Aymeric, dites-lui que vous venez de ma part, comme ça à la fin, il me réservera le bien avec les deux immeubles. Frais de notaire offert, 3 cuisines, 5 parkings, tout. Je suis chaud, bull market. C'est parti, mais il vous fera la même pour vous. Voilà, Aymeric est un magicien. Allez, salut. À plus, merci beaucoup. Merci Mathieu, au revoir. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.